Les décodeurs jusqu'à 10h et je suis très content d'accueillir dans ce studio Hicham El Bayed, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur, chroniqueur radio et TV, et le professeur Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA, membre du Conseil national du MP et coordinateur général du think tank du parti Sanabil. Messieurs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et vous-même ? Très bien. Je suis un peu fatigué ce matin. Déjà ? Il va falloir me supporter un peu. Lundi Donc, à 9h, c'est un peu tôt. Ouais, c'est trop tôt même. Mais ça ira, avec les décodeurs, C'est on reprend bon, les formes. Voilà. Alors, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous ai envoyé les sujets hier. Les décodeurs aujourd'hui, c'est chargé comme une belle table de Ramadan, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Il y a tous ces plats qui sont là. C'est très bien garni. C'est bien garni. Ouais. Je voudrais qu'on commence dans cette première partie par revenir sur les polémiques, sur les prix de la viande, les prix des fruits, des légumes, etc. L'augmentation pour le ramadan. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Média 24 vendredi, d'ailleurs j'en profite pour saluer l'intervieweur Adil Abdelali, Riyad Mezour, ministre de l'Industrie et du Commerce, est revenu sur sa récente prise de parole très remarquée au Parlement où il avait vivement critiqué certaines pratiques de spéculation et d'intermédiation indignes dans le contexte économique actuel au Maroc. Moi, je trouve qu'il est super redescendu. Hein. Il n'a pas dit le contraire, mais quasiment. Hein. Effectivement. Alors, il défend la vérité des prix. Vous avez regardé ce que je vous ai envoyé. Ça veut dire quoi quand il parle de la vérité des prix, Hicham El Bayed ? Alors, La vérité des prix, et puis, si tu veux, Nabil, tu commences ? Vas-y. oui, merci. merci. Vous pouvez tirer au sort, si vous voulez. Alors la vérité des prix en économie est un concept qui est très simple. Oui. Les prix doivent refléter l'équilibre entre l'offre et la demande sur un marché, sans qu'il y ait aucun mécanisme artificiel d'ajustement. En d'autres termes, il faut qu'il y ait une entente entre quelques producteurs pour que le prix soit artificiellement haut, ou bien qu'un acteur dominant baisse artificiellement les prix pour sortir les petits producteurs. Donc il faut laisser le marché opérer des acheteurs et des vendeurs, et puis le prix doit refléter l'intersection entre les deux. Et donc ça, c'est quelque chose que toute économie doit pouvoir dégager, la vérité des prix, c'est-à-dire que les marchés fonctionnent normalement, la concurrence fonctionne normalement, les consommateurs et les producteurs sont correctement informés, et donc ils prennent leur décision d'achat en connaissance de cause. Maintenant, ce qui est étonnant dans la déclaration du ministre, et là on sent le vent de la campagne électorale arriver, c'est qu'il a endossé le maillot de l'opposition. C'est-à-dire que maintenant, lui qui est aux commandes, qui a tous les leviers institutionnels pour arrêter ce qu'il est en train de critiquer, vient nous sortir un beau discours sur la vérité des prix, alors que pendant tout son mandat, on a cessé de lui dire attention, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales, et puis non, ils ont nié, non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, on peut comprendre, c'est de bonne guerre, la campagne électorale s'approche, et puis là, il faut vraiment que maintenant, vous allez voir, tous les membres du gouvernement vont devenir des opposants, et ils vont même surenchérir dans l'opposition. Mais bon, au-delà de ces effets de manche... Est-ce que ça va en rendre service aux gens ? Non, mais justement, non, ça rend pas service. Ça rend pas service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait aimé qu'ils nous disent, voilà, maintenant que vous avez fait le constat qu'il faut la vérité des prix, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Et c'est ça votre rôle, n'est pas de contester une situation, c'est de la régler. Contester, ça c'est l'opposition. Nous n'avons pas les moyens institutionnels, nous n'avons, comme disait Valérie Giscard d'Estaing, nous sommes les ministères de la parole. Donc nous ne pouvons que parler. Mais vous avez... Je ne pensais pas que VGE arriverait dans ce débat. Franchement. Pourtant. Okay. Et pourtant, c'est lui qui a les instruments institutionnels, donc c'est à lui de faire en sorte que la vérité des prix fonctionne.
Alors, Hicham. la vérité des prix, c'est quelque chose effectivement qui a été indiqué. Moi, ça me fait penser aux années 80, lorsqu'on avait adopté le fameux programme d'ajustement structurel. Une des directives de la Banque mondiale, Fonds monétaire international, c'était justement la vérité des prix, laisser le marché fonctionner et arriver justement à cette autorégulation du marché, l'offre et la demande, qui vont se mettre ensemble justement Oui, c'est dans pour un ça que je jeu vous ai de posé la marché. question, parce que je trouvais que c'était une expression de boomer, moi. Oui, mais, parce que au-delà du narratif de Monsieur le Ministre, j'ai beaucoup d'estime pour ces mesures, Tout à fait. et il le sait très bien. Mais moi, ce que j'ai pas du tout apprécié, une phrase qu'il a sortie, et d'ailleurs c'est dans le texte que vous nous avez envoyé, rien ne m'interdit de vous vendre un stylo 1000 fois sa valeur si vous acceptez de l'acheter. Mm. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Ça veut dire qu'on n'y peut rien contre des gens qui vont spéculer, des gens qui vont manipuler le marché, des gens qui vont user de ces stratagèmes, de ces tactiques que nous connaissons, que nous enseignons à nos étudiants sur les oligopoles, les oligopsons, etc. Moi, je trouve qu'un État qui se respecte, des pouvoirs publics, un exécutif qui se respecte, doit être le porte-parole de ceux qui n'ont pas le pouvoir de pouvoir réguler le marché à leur faveur. Et donc, quand vous avez des consommateurs qui sont dépassés, qui sont démunis, qui se retrouvent avec des prix de matières premières ou prenez la viande rouge, puisqu'on en parle, et ils sont incapables justement de prendre... Moi une fois, j'étais sidéré, j'étais chez un boucher, et je prenais la file, et j'entendais des gens venir demander 250 grammes de viande. 450 grammes de viande, moins que Oh, ça. moins que ça, bien Alors, sûr, alors tout à que fait. c'est des gens, Oui, quand oui. tu les vois de loin, Oui. tu te dis, c'est des gens quand même Oui, d'une certaine fait. classe sociale. Mm. Moi, je trouve que sortir avec un discours comme ça, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Nabil, moi, je trouve que le pouvoir public n'a pas assumé correctement sa mission. Sa mission, c'est de faire du rentre-dedans contre ces spéculateurs parce que c'est eux qui nous ont frôlé une révolution au Maroc avec la génération Z. Et une goutte avec une autre goutte, ça donne des ruisseaux, comme dit l'adage. Eh bien, on va se retrouver juste après le journal de Mourad Baba pour continuer à en parler. Puis il y a plein de sujets. Il y a un sujet qui plaît beaucoup à Nabil Adel sur le taux de fécondité au Maroc. Et on en parle tout à l'heure. Les décodeurs jusqu'à 10h, les décodeurs spécial Ramadan jusqu'à 10h avec Hicham El Bayed et Nabil Adel ce matin. On a commencé avec ce sujet, on est revenu sur l'interview du ministre de l'Industrie et du Commerce. La discussion continuait sur le canapé devant la porte du studio pendant le journal de Mourad Baba. J'ai l'impression que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire et qui rentrent. Non, qu'on peut dire. Mais qu'on peut dire évidemment, mais c'est pas une science exacte. J'ai l'impression. Voilà. Par contre, est-ce qu'on peut dénoncer la spéculation ? Est-ce que dénoncer la spéculation, ça, on peut le faire ? Alors, juste une chose. La spéculation, pour être rigoureux, c'est quoi la spéculation ? C'est acheter pour vendre plus cher. Oui. Ça, c'est la loi du commerce. Maintenant, qu'est-ce qui est mauvais ? Et je voudrais juste revenir à cette histoire d'intermédiaire pour clarifier un point. Alors, les intermédiaires jouent un rôle important dans l'économie. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Entre un grossiste qui vend des tonnes et un détaillant qui achète au kilo, comme l'a dit Hicham, au gramme parfois, vous devez avoir des intermédiaires qui vont acheter de celle grossiste, donc lui donner son argent au comptant, ils vont stocker, ils vont mettre du frigo, ils vont mettre des moyens de stockage importants et puis distribuer au fur et à mesure. Vous avez sur des marchés de gros et puis ensuite vous avez les semi-grosses qui vont prendre de chez marchés de gros pour le distributeur et puis le distributeur pour le client final. Donc c'est une activité qui est importante. Et maintenant, là par contre, ce qui est blâmable, c'est que vous avez certains intermédiaires qui entrent entre deux éléments de la chaîne qui sont tout à fait légitimes et faussent le jeu de la concurrence en essayant de cacher de la marchandise. Parfois, on l'a vu, le scandale des moutons, ils alimentaient le marché, ils alimentent toujours le marché en compte-gouttes pour que les prix se maintiennent à un certain niveau. Ça, il faut qu'il y ait une main de fer qui frappe à ce niveau-là. Et on les connaît, si on ne les connaît pas, ce sera encore plus grave parce que l'État a les moyens
de faire des enquêtes. Il y a le Conseil de la concurrence qui doit faire son travail. Je pense qu'il y a une initiative qui est louable. Un numéro qu'on peut appeler si on constate quelque... 57. Voilà, 57. S'il y a un abus, ça c'est une bonne chose. Et maintenant, les citoyens doivent faire le travail qui est le leur. Tout ça pour dire qu'un ministre qui vient nous dire je dénonce, ça sonne faux. Parce que Alors, vous dénoncez qui? C'est moi, vous qui avez j'ai une question. les commandes. Mais attendez, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le gouvernement a les moyens, réellement, est-ce qu'il peut réellement faire baisser les prix ou seulement surveiller leur évolution? Est-ce que c'est dans les pouvoirs du gouvernement, tout simplement? De faire baisser un prix? Ah, de faire baisser Non. un prix, de le stabiliser, de surveiller son évolution, Si tu permets, juste une la phrase et puis je donne. spéculation, etc. Non, il n'a pas les Eh moyens. ben voilà. Mais par contre, il a tous les moyens de supervision et de s'assurer qu'il n'y a pas des pratiques qui poussent à des prix artificiellement hauts. Pardon. Moi, je trouve que le gouvernement, l'exécutif, a tous les moyens pour pouvoir agir en faveur du peuple, de la population. Vous êtes sûr de ça? C'est clair comme de l'eau de roche. Hicham El Oui. Bayed, vous êtes sûr de ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'autrement, ça serait non-assistance à population en danger. Quand vous avez une population dont le pouvoir d'achat fond comme neige au soleil, quand vous avez des salariés qui arrivent difficilement à arrondir les fins du mois, quand vous avez des gens d'une certaine classe sociale qui rougissent, comme je le disais tout à l'heure, dans une scène sidérante, comme je l'ai décrit tout à l'heure, moi je trouve que le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés. C'est vrai qu'on est dans un pays où le jeu de la concurrence est censé fonctionner comme ça. On a fait le choix du libéralisme, on a fait le choix de laisser fonctionner l'offre et la demande. Mais quand la situation devient l'espace incontesté des spéculateurs et des gens d'une cupidité indescriptible, moi je trouve que l'État doit fonctionner, le pouvoir public, l'exécutif, il a en sa possession, d'autant plus quand vous avez la majorité, vous devez sortir des textes en ce sens, vous devez décréter, et quand vous décrétez, vous avez la possibilité de faire le suivi derrière pour faire en sorte que la population puisse vivre dans la dignité et dans la sérénité. Autrement, c'est la porte ouverte, c'est aussi une déclaration non officielle du gouvernement pour dire on est incapable de gérer, on est incapable de trouver des solutions. Quand vous identifiez, et vous me corrigez si je me trompe, à un certain temps, le même ministre disait qu'on a identifié 8 spéculateurs connus qui faisaient ceci et cela. Quand vous avez la possibilité de les identifier, et l'État a la possibilité de le faire, ne me dites pas que quand la DGI a la possibilité d'aller chercher la petite dépense que vous avez faite et que vous n'avez pas déclarée, le gouvernement n'a pas la possibilité d'identifier ces spéculateurs. C'est un non-sens. Donc, le pouvoir a les moyens pour pouvoir réguler. On ne cherche pas à avoir, je dirais, un État qui va se mêler à chaque fois qu'il y ait un déséquilibre pour pouvoir le corriger. Ça, c'est pas le propos, c'est pas la doctrine qu'on a adoptée. On est fiers de ce qu'on est. On est fiers de ce libéralisme que le Maroc, effectivement, a adopté et qui fait que nous sommes ouverts à l'international, que nous sommes dans le multilatéralisme, que nous attirons des investissements, que nous avons des investissements marocains qui sortent à l'international. Personne ne pourrait contester. Mais rester figé par rapport à ces abus, parce que ça, c'est des distorsions par rapport à la loi de l'offre et de la demande. Vous laissez le libre cours, effectivement, à des spéculateurs. Moi, je trouve que c'est ce qu'on Il y a quelques années, il y a eu un boycott, rappelez-vous, qui est parti de l'eau, hein, avec, sur les réseaux sociaux, des gens qui montraient des bouteilles d'eau qui venaient de supermarchés en France, des bouteilles d'eau qui venaient de supermarchés ou de magasins ici au Maroc, et avec une différence de prix absolument hallucinante. C'était pas du tout la même marque de bouteille d'eau, mais enfin sur le truc comme ça. On sait ce qui est devenu après. Ça a permis d'ouvrir le marché à d'autres marques, etc., de réguler. Ça a permis de faire baisser le prix de l'eau minérale. Est-ce que sur ces histoires-là, finalement, on a toujours les mêmes problèmes. Viande rouge, le poulet qui revient pas à son état d'avant. Est-ce que il pourrait y avoir une action populaire sur ces produits, sachant qu'on a toujours les mêmes discussions à chaque début de Ramadan, quoi. Alors, la réaction du boycott est une réaction saine.
En fait, c'est comme ça que les consommateurs doivent agir. Malheureusement, ce travail est celui du Conseil de la concurrence, et qui doit moderniser ses instruments de travail. C'est qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs outils qui vous permettent d'identifier quand il y a quelque chose qui ne va pas sur un marché. Mmh. Et les économistes le savent. Et on les enseigne aux étudiants, le niveau de profit, les niveaux de marge, l'évolution des prix, leur volatilité. Bon, il y a plusieurs indicateurs, on va vous ennuyer avec ça, et qui permettent de mapper tous les marchés et de dire, voilà, sur ce marché, il y a des risques, il y a des zones d'ombre, il faut aller creuser plus. Et c'est facile de mapper les Oui, marchés bien au sûr, Maroc? bien sûr, mais bien sûr. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, dans toutes les, Parce que dans j'ai toutes du les mal à préfectures du royaume. mapper rien que mon épicerie, j'ai beaucoup de Ah mal à non, mapper. c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez par exemple, vous prenez dans tous les marchés, les prix sont affichés. Ils sont censés l'être. Même le marché des légumes, les prix, et vous avez les agents d'autorité, leur rôle, c'est de faire un relevé des prix tous les jours et de l'envoyer au DAG et au ministère de l'Intérieur. Donc c'est un travail qui se fait. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au 19e siècle. Vous avez les moyens informatiques qui vous sortent ça en une fraction de seconde. Bien sûr. Et vous avez aujourd'hui une bonne partie de la distribution qui passe par les hyper et les supermarchés, donc eux sont informatisés, donc on peut connaître Il y a l'IA aussi, et l'IA maintenant qui permet aussi. Donc aujourd'hui, nous avons des moyens d'abord d'accéder à la data, de l'analyser et de dire, voilà, il y a des zones d'ombre ici. Et là, identifier plus facilement les fraudeurs, les spéculateurs au sens négatif, et aller directement, d'une manière chirurgicale, attaquer là où il y a le dysfonctionnement. Encore une fois, aujourd'hui, c'est quoi le sujet? C'est que les Marocains sont prêts à payer un prix à partir du moment où c'est le prix juste, c'est-à-dire le prix du marché. Le prix ça c'est une accumulation de plusieurs milliers d'années de pratiques d'économie. On s'est rendu compte que le marché est le moins mauvais mécanisme de fixation des prix. Il n'est pas parfait. Personne ne dit qu'il était parfait. Mais c'est le moins mauvais. Ok. À partir du moment où vous introduisez d'autres moyens de fixation des prix, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes soit en train de pénaliser un consommateur, et ça, on ne le dit pas assez, c'est en train de pénaliser un producteur. Parce que quand vous fixez un prix et que le producteur n'arrive pas à s'en sortir, et ça on n'en parle pas beaucoup, vous avez des centaines de milliers de producteurs qui vendent parfois à perte, et des pertes sèches. Ça, personne n'en parle. Et la fluctuation du marché, moi je me rappelle, je pense en 2016-2017, les prix de la pastèque s'étaient effondrés. Je pense qu'on l'achetait à 80 centimes le kilo. 80 centimes le kilo. Il y a des gens qui ont avancé de l'argent pour récupérer sur les champs, les pastèques. Et quand ils ont vu l'effondrement des prix, ils ont abandonné l'avance. C'est ça. Parce que finalement, rien que venir chercher, ça coûtera beaucoup plus cher, et donc ils ont perdu un argent fou. Donc aujourd'hui, nous avons tous, et je pense que c'est une déformation, de voir les choses du côté du consommateur. Il y a d'autres pays où il y a des mesures qui sont prises, justement. C'est ce que je vous dis. Voilà. Ces mesures, c'est le Conseil de la concurrence, c'est les associations de défense des droits des consommateurs. Donc vous avez déjà l'État, mais vous avez une société civile qui est active, Ouais. et qui pointe ça. On l'a vu en France avec le lait, par exemple. Il y a un prix plancher. Oui, on ne peut pas aller en dessous. En fait, là, on ne peut pas aller en dessous. Pourquoi? C'est pour ne pas sortir de nouveaux producteurs du marché. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez les institutions de l'État doivent faire en sorte que le marché fonctionne correctement. À partir du moment où le marché fonctionne correctement, ces prix sont les moins mauvais. Tout autre mécanisme va introduire beaucoup plus de défauts que de qualité. Alors, est-ce que le marché fonctionne correctement? Non, au Maroc, non. Voilà. Alors, la question des prix de marché chez nous au Maroc mérite beaucoup de réflexion et beaucoup de recul pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Ce que disait à l'instant Nabil, moi je trouve qu'il est très intéressant, surtout par rapport à l'histoire de la société civile et des associations de défense des consommateurs. En France, vous avez des associations qui remettent
que remue ciel et terre, hein, quand il y a effectivement abus de position, quand il Pas y a qu'en France, hein, en Allemagne aussi. Oui, le cas français, parce que ouais. ça nous interpelle et puis on a plus d'informations sur le marché français que sur Parce que d'autres. vous y étiez il n'y a pas longtemps. Ouais, exactement. Moi, je trouve, encore une fois, pour le cas du Marocain, je trouve scandaleux qu'on trouve normal un certain niveau de prix. Je vous donne des exemples. Quand le marché prenons l'immobilier, le mètre carré dans certaines régions frôle les 30 000, les 40 000, les 100 000, les 200 000 dirhams. Est-ce qu'il y a une logique derrière? Est-ce que c'est normal dans un pays comme le nôtre? Ne me dites pas, comme disait Monsieur le ministre, rien ne m'interdit de vous vendre un mètre carré à 100 000 dirhams si vous acceptez de le payer. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. L'État se doit de veiller à ce qu'il y ait un prix juste. Et là, je suis d'accord. À ce qu'il y ait concurrence. Là, je suis d'accord. Mais quand vous avez des ententes qui se font de façon tacite, et on vient après dire que le Conseil de la concurrence a décrété une amende pour le secteur des hydrocarbures. C'est à la base 17 milliards, là on se retrouve avec 1,7 milliard. Dans le secteur des télécoms, la même chose. En France, pour rester sur le cas français, des SMS qui étaient surfacturés, surtaxés, la haute autorité des télécoms en France a infligé des amendes en millions d'euros à France Télécom. Donc c'est dire que j'ai eu bonne conscience qu'on est entre le marteau et l'enclume. On ne peut pas pénaliser effectivement l'entrepreneuriat. On ne peut pas, j'allais dire, dissuader l'investissement parce que si vous corsez trop le marché, vous risquez effectivement de faire fuir les investisseurs. Donc il faut rester vigilant par rapport à cela. Mais de l'autre côté, laisser les consommateurs à la merci d'une entente, et parfois on se dit c'est le marché qui fait comme ça, qui fait de la sorte. Je parlais en off avec Nabil tout à l'heure par rapport aux frais de scolarité. Moi je trouve que c'est ahurissant qu'on se retrouve avec des frais de scolarité, peu importe si c'est mission ou c'est autre chose. Le plus important, c'est que l'État doit être regardant par rapport à cela. On ne peut pas admettre que juste au nom de libéralisme, au nom du marché, qu'on laisse faire et on se dit, imaginez-moi, dans un secteur donné, généralement, on trouve des oligopoles. C'est d'un petit vendeur face à un grand nombre d'acheteurs. Et je hausse les prix. Est-ce que vous trouvez que l'État va venir dire il y a distorsion par rapport au marché si les autres concurrents vous suivent? Parce que ce qui arrive souvent, vous haussez les prix, ils vont hausser les prix et ça sera le jeu de la concurrence. La question, parce qu'il nous reste 3-4 minutes là, est-ce que ce système, comment ce système peut devenir vertueux? Et parce que là, on est en train de dire, on est en train de parler du tout voyou, quoi. Personne ne respecte rien. Bon, est-ce que ce système peut devenir vertueux? Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, c'est pas tout à fait ce qu'on dit. Oui, je grossis un peu le trait. Voilà. D'habitude, tu forces la dose. Alors, aujourd'hui, l'idée c'est quoi? C'est que, encore une fois, c'est vrai que vous avez des situations qui vous semblent un peu scandaleuses. Vous dites, c'est un prix qui est très élevé. Mais c'est quoi le bon prix? Voilà, on dit que le 100 000 dirhams mètre carré, c'est beaucoup. C'est quoi le bon prix? Ah oui, et c'est ça la question. C'est ça la question. Ouais, tout à fait. C'est quoi la question? Ouais. Et donc, alors, le marché vous répond. La marge. Non, mais c'est un sujet. Je veux dire une chose. Votre marge n'est pas la mienne. Sur le même marché, on vend 100 000 dirhams, votre marge n'est pas la mienne. Votre structure de coût n'est pas la mienne. Ouais. Ok. Et donc, on va rentrer dans des complications extrêmement sophistiquées pour, in fine, revenir à une situation où la masse des acheteurs et la masse des vendeurs va dicter un prix du marché. Effectivement, il y a certaines situations qu'on trouve scandaleuses, c'est pas normal et tout ça. Comme je vous ai dit, les prix du marché, le marché n'est pas parfait, mais c'est le moins mauvais parce que vous allez toujours vous poser la question, quel est le bon prix? Et là, que ce soit l'école ou la viande ou l'appartement ou le billet d'avion, quel est le bon prix? Et vous avez beau sortir toute la comptabilité de tous les concurrents des opérateurs dans un secteur, vous ne trouverez pas les mêmes structures de coûts, vous ne trouverez pas les mêmes structures de fixation du prix, pas le même mode de management. Et donc, on a essayé, dans d'autres pays, on a essayé ça, on appelait ça le communisme, et on a dit, voilà, c'est l'État qui fixe le prix. Et ben, ça a créé des pénuries, ça a créé des situations d'effondrement économique. Donc, juste une chose, globalement, comme on dit, le marché a toujours raison, mais il n'a pas raison tous les jours. OK ?
Donc, parfois, il y a des dysfonctionnements, il y a des distorsions, et bon, ça se corrige avec le temps, parfois ça met du retard. Mais le système alternatif, c'est-à-dire que quelqu'un va intervenir pour dire voilà le bon prix, l'histoire a montré que ça débouche sur des dictatures abominables et sur des effondrements économiques. Alors, des exemples aussi de distorsion, Conclusion. ouais, distorsion sur le marché. Prenons l'exemple du secteur bancaire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est M. Jouari, le respectable M. Jouari. À chaque fois, il sort des informations pour dire que le secteur bancaire, les banques commerciales, ils sont en train d'abuser des consommateurs. Vous avez des frais de virement. À un moment donné, on disait ça doit être gratuit. Là, on est resté, quand il s'agit d'un virement non instantané à 16 dirhams 50, c'est beaucoup, hein, 16 dirhams 50 pour un virement. Vous virez 100 dirhams, 200, 300, 400 dirhams, vous payez Sans au parler même titre que virement quelqu'un. instantané, Hein le virement instantané est très cher encore. Oui, c'est dire que, et encore une fois, quand vous avez la haute autorité de la Banque centrale qui réagit de la sorte vis-à-vis du secteur bancaire et dire de façon claire et nette qu'il y a effectivement abus sur ce marché-là, ça veut te dire. Quand vous prenez le secteur pharmaceutique, la même chose. Le problème chez nous, c'est que nous avons des oligopoles qui font et défont les marchés. L'État, parce que il est pris entre le marteau et l'enclume, entre le marteau de la nécessité d'ouvrir le marché, de rester fidèle à ses principes effectivement de libéralisme, et le marteau parce que il y a les consommateurs, c'est des gens qui se doivent effectivement d'avoir un pouvoir d'achat. Et encore une fois, c'est pas de l'idyllisme, c'est que si vous n'avez pas un marché, bah vous n'aurez pas de la consommation. Et s'il n'y a pas de consommation, il n'y aura pas de production, il n'y aura pas d'investissement. Donc on est dans ce circuit économique, il faut faire en sorte que ça soit le plus équilibré possible, mais assez souvent, il y a des biais avec AIS. On va retrouver les infos présentées par Karim Dronet et après, on va parler de taux de fécondité. Les décodeurs jusqu'à 10h avec aujourd'hui Hicham El Bayed, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur et chroniqueur radio et TV, et professeur Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA, membre du Conseil national du MP et coordinateur général du think tank du parti Sanabil. Voilà, on va parler grâce à l'ONDH qui a organisé une table ronde sur les transitions démographiques le 17 février dernier. Du taux de fécondité, le Maroc a connu en 6 décennies une transition démographique rapide. Le taux de fécondité est passé de 7,2 enfants par femme en 1962 à 1,97 en 2024, soit en dessous du seuil de renouvellement des générations. La population continue de croître par inertie, mais le vieillissement s'accélère avec une proportion de plus de 60 ans qui devrait passer de 13,9% en 2024 à 19,5% en 2040. Bref, on est en train de migrer là vers un autre type de société et donc d'autres types de problèmes politiques, économiques, sociaux, etc. Nabil Adel. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, comme les économistes ont presque solution à tous les problèmes économiques. Alors des solutions bonnes ou mauvaises, mais ils ont des solutions. Sauf à celui-là, à la démographie. On n'a pas encore trouvé de solution. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des niveaux de fécondité qui baissent à ce niveau-là, c'est une avalanche de problèmes qui attendent le pays. Et à tous les niveaux. On commencera par les caisses de retraite où vous aurez de moins en moins de cotisants par rapport à ceux qui partent. Vous aurez des problèmes d'endettement qui vont devenir structurels parce que la machine de production, la dette, c'est quoi? La dette, c'est quand vous consommez plus que ce que vous ne dépensez. OK. Plus que ce que vous ne gagnez, pardon. Et donc, quand vous avez une machine économique qui est faite de gens de moins en moins jeunes, donc vous installez la dette en tant que composante structurelle dans le paysage économique national. Vous avez toutes les crises d'innovation, d'entrepreneuriat, de dynamisme économique. Ça, c'est pas à mon âge qu'on va le faire. Hein. On le fait quand on a 20, 23 ans, 24 ans. Et plus la proportion des jeunes est faible dans un pays, plus on va avoir des problèmes d'entrepreneuriat. Les gens, à partir d'un certain âge, ne veulent plus prendre de risques, mais ils veulent plutôt consommer
les fruits de ce qu'ils ont risqué auparavant. Et donc, c'est toute une configuration économique globale qui est en train de changer sous nos yeux. Mais Et c'est pas propre au Maroc, hein. c'est pas parce que c'est pas proprement que c'est Non, non, bon. mais je Ouais, sais, ouais, mais non, je sais, bon, mais c'est mauvais partout, hein. C'est mauvais c'est pas partout. des chiffres qui ne concernent que le Maroc, Non, hein. mais c'est Enfin, mauvais c'est partout. des C'est mauvais proportions, partout. c'est mauvais partout. C'est Voilà, mauvais c'est ça. partout. Et par exemple, l'un des éléments de ce vieillissement de population et de ses conséquences, c'est qu'aujourd'hui, au Japon, vous vendez plus de couches pour seniors que pour bébés. Absolument. Et voilà, Il y a des entreprises qui se sont converties vers les couches. Donc aujourd'hui, c'est pas le Ouais. genre de société dans lequel on aimerait vivre dans quelques années. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Le Maroc, malheureusement, n'a pas connu de dividende démographique, mais maintenant il va payer la taxe. Ouais, ouais. Parce que qu'est-ce Ah, qui vous se... voulez dire pas de dividende Non, on démographique? n'a pas eu de dividende Là-dessus, démographique. vous êtes, Rien, zéro. oui. Et je suis contre les intervenants dans cette table ronde, parce que pour une raison très simple. On va être un peu pédagogue, si vous le permettez. Alors, c'est quoi une production nationale? C'est quoi un PIB? C'est un nombre de personnes qui produisent, font une production moyenne par personne. Et vous avez deux grands modèles économiques, pour faire simple. Vous avez des gens qui vont avoir une population importante avec une production faible, et vous allez avoir des gens qui vont avoir une population faible, mais avec une production importante. Nous sommes coincés au milieu. Nous n'avons pas réussi, nous avons une population faible, parce qu'à 40 millions, nous ne sommes pas parmi les pays qui sont à plus de 100 millions, et nous n'avons pas réussi à transformer cette baisse de la charge démographique sur les familles en augmentation de la productivité, à coup d'évolution des systèmes d'éducation, de santé, de niveau de vie qui nous auraient permis de transiter vers un modèle où nous compensions la qualité par la quantité. Aujourd'hui, nous n'avons ni la quantité et on est coincé dans une qualité moyenne. Je rappelle que le Maroc, avec une productivité moyenne de l'ordre de $3 000, enfin 3 000, 3 900 $ par an, se situe au bas de l'échelle mondiale. Et donc, je dis pas, c'est trop tard, mais nous avons perdu beaucoup de temps. La transition démographique s'opérait sous nos yeux. Et on voyait ça, on passait de 7,2, 5, 4, puis jusqu'à moins de 2. Mais en même temps, les indicateurs qui permettaient une augmentation de la productivité, à savoir le nombre d'ingénieurs, le nombre de médecins, la population qui va jusqu'au bac, l'effondrement de l'abondance scolaire et tout ça, non, on n'a pas vu ça. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est que le Maroc est une économie qui est coincée au milieu. Nous ne sommes pas l'Inde, ni l'Égypte, ni le Nigeria, avec une population qui va compenser la production moyenne. Et nous ne sommes pas la Norvège, ni l'Allemagne, ni la Suède, où nous avons une population faible, mais avec un niveau de productivité élevé. Alors, la pyramide des âges au Maroc... Moi, je me dis qu'il ne faut jamais inviter des économistes en début de semaine, parce que ça mine ça plombe l'ambiance, ça casse l'ambiance. Ça casse l'ambiance. Ouais. Non, mais je vais peut-être apporter un petit bémol par rapport à... il va rattraper, il va rattraper. Non, disons que on a toujours vu dans la pyramide des âges au Maroc une pyramide qui correspond à une véritable pyramide comme on la connaît, et les consistances à la base, et puis plus tu vas vers le sommet, plus elle s'amincit. Ce que nous constatons par ailleurs, c'est que vous allez au Japon, vous allez en France, vous allez en Allemagne, vous allez trouver effectivement que c'est des pyramides d'âge inversées. Vous allez trouver qu'à la base, elle est plus pointue, mais plus vous allez vers les populations seniors, troisième âge, quatrième âge, vous allez retrouver effectivement qu'il y a plus de population dans ces catégories d'âge-là. Est-ce que nous sommes dans cette tendance vers cet inversement de pyramide d'âge à la française, à l'allemande, à la japonaise? Je crois que c'est prématuré effectivement de le dire. C'est vrai que les chiffres sont têtus. On est passé de 7,2 en 1962 à 1,95 en 2024. Ça veut dire qu'on a franchi le seuil de régénération de 2,1%, il me semble. Donc on est à la frontière, on est dans une phase charnière, cette transition démographique.
Elle est en train de... Pourquoi? Parce que vous voulez lancer une grande campagne pour inciter les couples à devenir parents, quoi. C'est ça le truc? Non mais tu poses une bonne question. Mais non, mais c'est vrai. Ce qui c'est fait... vrai. Non mais Non, mais pour qu'on tombe... Non, parce qu'après ce que vient de dire Nabil, je pense que là, peut-être que les politiques publiques pourraient trouver des solutions. Non, mais les gens... Non, il y a ça sert à rien. des solutions. Si Bon, je finis mon idée. D'accord. Il y a des solutions à cela. La Chine, qui avait adopté pendant des décennies l'enfant unique, a abandonné effectivement ce choix-là. Maintenant, il y a plus d'enfants parce qu'on trouvait qu'il y avait des répercussions culturelles, etc. Eux l'ont voulu. Pour revenir sur le cas, par exemple, français-allemand... Qui mettaient des préservatifs dans les paquets de riz. Oui. Donc, maintenant, si vous voulez avoir plus de population, augmenter le taux de fécondité, bien entendu, il y a des incitations pour ça. C'est-à-dire, vous aurez plus d'argent pour les enfants. Mais maintenant, le problème, il est économique. Pourquoi c'est ça la vraie question. Pourquoi il y a baisse de taux de fécondité au Maroc? Est-ce que c'est parce que les Marocains ne sont pas féconds? C'est pas ça la question. La question, c'est que économiquement, il y a des tendances. Il y a maintenant, par exemple, la montée du célibat. Pourquoi il y a montée de célibat? Parce que c'est pas une question médicale. Rebondis, là. Voilà. Non, donc c'est une question économique. Vous avez une cherté de la vie. Vous avez l'accès effectivement à un niveau de vie décent qui est devenu très compliqué. Vous avez la montée du carriérisme. Dans n'importe quelle entreprise maintenant, ce qui importe le plus, c'est de faire carrière. Et du coup, on se retrouve obligé de rester sur sa vie professionnelle au lieu de penser effectivement à sa vie personnelle. Rajouter à cela les besoins de nomadisme. On travaille plus dans la première entreprise qu'on trouve au coin de la rue. On est obligé d'aller travailler ailleurs. Et donc, ces déplacements itératifs, répétitifs, conditionnés par la carrière professionnelle, justement pour ces histoires de carriérisme, est-ce que vous avez entendu parler de ce que fait, par exemple, Meta ou d'autres GAFAM à travers ce qu'on appelle les cliniques de conservation des ovocytes? Ça veut dire une femme qui veut faire carrière dans une entreprise donnée multinationale, elle peut conserver ses ovocytes dans une clinique. Le temps qu'elle finisse effectivement cette phase importante de sa carrière professionnelle, elle peut récupérer à 40 ans, à 45 ans, ses ovocytes pour pouvoir avoir des enfants. C'est dire effectivement qu'on est face à des tendances lourdes. Dans le cas marocain... De société, voilà, c'est ça. De société, de background, mais pour le cas marocain, il me semble que peut-être dans les textes que tu nous avais envoyés, il y avait un expert en démographie qui disait c'est pas si mal que ça si le taux de fécondité a baissé parce que ça permet d'avoir et je suis d'accord avec Nabil, peut-être c'est un peu tiré par les cheveux pour dire que on aura plus de possibilités de travailler sur le qualitatif. Nos étudiants qui souffrent déjà de massification vont avoir plus d'espace, etc. Je pense que en France, Macron essaye de lancer un revenu, on va dire des sommes d'argent, ce revenu parental en fait, voilà. Et il a beaucoup de mal à lancer ça parce que les gens ont cette réflexion-là. Mais tout simplement aussi parce qu'on voit des chiffres dans les années 60, mais les gens faisaient des enfants dans les années 60 parce que la conjoncture était favorable, qu'il y avait une espèce de confiance dans la société. Est-ce que c'est finalement pas ça qui pêche? Est-ce que les gens ont assez confiance dans la société dans laquelle ils vivent pour continuer à faire plus d'enfants, on va dire, c'est ça? Non, en fait, vous avez les études démographiques montrent une réalité implacable. C'est que le taux d'alphabétisation des femmes et le taux d'emploi des femmes s'accompagnent par une baisse du niveau de fécondité. C'est quasi mécanique. C'est une femme qui a bac plus 5, bac plus 6 ne va pas vous faire 6 enfants. C'est impossible. Et elle va se marier tardivement. Voilà. Le temps de finir ses études, de commencer le travail, première année de carrière. Donc, vous avez ce phénomène. Donc, le diagnostic de M. Macron est un diagnostic qui est faux. Ce n'est pas qu'une question économique. Vous avez, au contraire... Bien sûr qu'il est faux, bien sûr. Non, pour une raison très simple, c'est que vous avez plus les gens ont un revenu élevé, moins ils font d'enfants. Bien sûr. Et paradoxalement, ce sont les classes les plus défavorisées qui font des enfants. Donc ce n'est pas une question économique, non, c'est une question qui est liée à un certain niveau de conscience, niveau d'alphabétisation, niveau d'instruction, qui fait que vous trouverez rarement une famille où vous avez un ingénieur et une femme cadre avec 5-6 enfants. C'est presque impossible à trouver. Donc, et par contre, le problème est inverse.
moins on gagne de l'argent, plus on fait d'enfants. Donc c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. L'élément fondamental, c'est que bon, aujourd'hui c'est un constat. Maintenant, dire que c'est une aubaine pour le Maroc, non, c'est un peu, je reprends ton expression à mon compte, c'est un peu tiré par les cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir vous allez pouvoir faire du qualitatif. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas faire du qualitatif. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Aujourd'hui, le sujet est sérieux et je pense que beaucoup de systèmes de retraite vont voler en éclats. L'impact économique est considérable sur l'endettement, sur la croissance économique, sur le niveau de productivité. Vous n'êtes pas productif à 50 ans comme vous l'étiez à 20 ans. Il faut revenir à la raison et pas annoncer des choses juste pour dire on essaie d'être optimiste. Et vous avez même des conséquences économiques, politiques et géopolitiques. Aujourd'hui, l'un des éléments de tension en Ukraine, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de soldats parce qu'il n'y a pas suffisamment de natalité. Mais le point le plus important et auquel il faut faire attention, et je ramène ça à la Gen Z. La Gen Z est la première manifestation politique de la fin de la transition démographique au Maroc. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une génération qui est née dans la transition démographique. Et donc, c'est une génération qui a appris au sein du foyer à gérer les conflits par le contractuel et pas par le consensuel. Et donc, elle transpose ça à l'espace public. Autant nous, notre génération et celle d'avant, nous avons grandi sur des valeurs d'obéissance, d'ordre, d'autorité, de respect pour les aînés et ainsi de suite, autant cette nouvelle génération, elle a grandi dans un univers où tout se négocie. Et donc, les changements démographiques qu'on a fait dans les années 60, 70 et 80 ont produit la génération Gen Z qui, dans l'espace politique, n'accepte plus les recettes que nous acceptions. Parce que je rappelle que tous les mouvements sociaux qui ont eu au Maroc étaient souvent des mouvements sociaux. Très peu avaient des revendications politiques fortes. Maintenant, nous sommes sur des mouvements à vocation politique forte parce que vous êtes sur une génération qui a grandi dans un foyer où tout se négocie, où il faut leur expliquer, il faut les convaincre, et ils n'acceptent pas que dans l'espace public, qu'il en soit autrement. Et donc, la transition démographique, in fine, modifie la nature même du système politique. Alors, la question de Mais la on n'est pas au bout démographie. de nos peines, hein. Moi je vous le dis rapidement, parce qu'après. Non, c'est mais terminé juste déjà. rappeler, effectivement, c'est un avantage compétitif pour le Maroc d'avoir une population jeune. Nous appartenons à un continent qui fait maintenant quelque chose comme 1,4 milliard de jeunes. Les statistiques de 2050 parlent de 2,5 milliards de jeunes sur le continent africain avec un âge médian, tenez-vous bien, de 19 ans. Ça veut dire que le continent, c'est un continent de jeunesse. Et ça va être la force, justement, de l'Afrique, justement, la disponibilité de cette jeunesse. C'est un pouvoir d'achat, c'est un marché de consommateurs, c'est aussi un mindset, justement, qui est indispensable pour un pays pour aller, justement, se chercher sur des perspectives de croissance, de développement, etc. Deuxième aspect, par rapport, justement, à cette population senior. Ce qu'il faudrait faire, parce que nous allons vers une faillite peut-être inédite des caisses de retraite d'ici 2030. La Cour des comptes le dit très bien. S'il n'y a rien qui n'est fait, une CIMR effectivement risque de déposer bilan d'ici 2030 si rien n'est fait. Ça veut dire qu'on va être vu effectivement cette évolution démographique dans l'obligation de rallonger l'âge de départ à la retraite. Et l'OCDE parle d'ici 2050 d'un âge de départ à la retraite de 74 ans. Ça veut dire effectivement qu'on est sur cette tendance-là. Et tout ceci, forcément, ça a un maillage sociologique. Et Nabil le disait à juste titre, il y a forcément des ruptures, j'allais dire épistémologiques, qui vont se faire par rapport à la façon de faire, la façon de vivre, la façon de composer avec les autres. Donc, psychologiquement, sociologiquement, ça va forcément avoir des impacts qu'il va falloir étudier à l'avance parce que nous sommes sur une tendance. Et cette tendance, il est réversible. Il ne faut pas s'imaginer, à moins que, à moins que, comme on dit, mutatis mutandis, c'est-à-dire en maintenant, en changeant rien, la situation risque d'aller dans ce sens, mais on peut changer. Il faut exiger que le taux de fécondité soit égal au taux de croissance, en fait. Je pense que... Ça, c'est une nouvelle loi dans la démographie signée Franck Mathieu. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Nous, ça nous arrange, là, du coup, pour bon,
Une bonne thèse de Il y a, doctorat. il y a des pays qui ne seront pas arrangés du tout, hein. Mais, bon. Mais vous êtes sûr que, par exemple, parce que là, vous parlez de la jeunesse africaine, mais ce changement de mindset, on va dire, il peut très bien toucher des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria. Il peut très bien toucher des pays émergents aussi, hein. Je pense. C'est un phénomène que tous les pays vont expérimenter, mais pas à la même vitesse. Il y a des pays qui y arrivent, mais beaucoup plus lentement que d'autres. Écoutez, j'avais préparé plein de sujets. On va les garder pour vos amis décodeurs. Voilà, bah c'est tout, hein. Vous savez, c'est la version Ramadan. C'est une version qui est un peu plus courte. Version collector. En tout cas, merci. Vous avez été parfait sur ces deux sujets absolument passionnants, avec cet échange passionnant. Merci Hicham El Bayed et merci Nabil Adel. Merci à vous et on se retrouve très bientôt, à très bientôt dans les décodeurs. Bonne journée. Merci également. Au revoir.